Comme c'était dit, moi je suis de la géoscience et j'aime travailler dans les montagnes, j'aime travailler dans les labos, j'aime faire les modélisations. Et tout ensemble, ça fait un peu les sciences de la Terre. Et je vais essayer de vous montrer quelques-unes des grands problèmes qu'on n'a que par l'échelle. Et donc j'ai pris quelques-unes des aspects que moi je trouve intéressants. Je ne dis pas qu'ils sont fondamentalement, incroyablement importants, mais ce sont des choses que moi je trouve assez intéressantes. Donc, les échelles. C'est quelque chose avec lesquels on est conforté, qu'on est présenté toujours quand vous faites la géoscience. Pourquoi? Notre objet, c'est la Terre. Je vais vous montrer ça. Et vous connaissez la Terre un peu. Elle est grande, n'est-ce pas? Et donc, un des problèmes de vraiment regarder comment on peut décrire ce qui se passe à l'intérieur de la Terre, sur la surface de la Terre, c'est vraiment comment est-ce qu'on va approcher ça, comment on va faire une étude scientifique avec ça. Et donc, j'ai essayé de mettre quelques-unes des grands titres là. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'ils sont bonnes, mais c'est à peu près la façon comme je vais essayer d'aller par ces différents topics. En effet, je vais prendre pas mal du temps dans les 2 ou 3 parties en arrière, et pas trop dans la partie que je mis tout en haut. Quand même, qu'est-ce que c'est en effet les sciences de la Terre? C'est toujours quelque chose qui est intéressant de regarder quand vous donnez une présentation comme celui-là, parce qu'en effet, moi, je n'ai pas regardé dans les dictionnaires depuis des années et des années. Okay. Et donc, ça, c'est quelque chose que, oui, j'étais assez content de voir qu'on est d'accord. Donc, c'est une branche des sciences qui va décrire les phénomènes de la Terre, son atmosphère et tout ce qui est autour. Ça, c'est censé être notre sujet. C'est assez grand. Okay. Et en effet, je vais vous dire immédiatement, quand on parle de l'atmosphère, je sais exactement rien, okay, ou pas plus que vous savez. Okay. Et donc, je vais parler de cette partie-là, la Terre. Okay. Donc, la partie solide que nous, on est en train de marcher là-dessus. Ça, c'est un peu plus lent, mais en principe, ça dit la même chose. Okay. Donc, il faut étudier la Terre, et c'est cette Terre-là que nous, il faut étudier. Je pense que c'est une science très intéressante, parce que c'est une science qui est au carrefour de différentes choses. Vous regardez, c'est une science appliquée. Pourquoi je dis appliquée? On applique les sciences à ce monstre sur lequel on vit. Okay. Donc, c'est une science assez appliquée. On utilise tout ce que nous on donne, mathématiques, physique, chimie, biologie. Et c'est clair que le moment où on arrive à la surface de cette Terre, il faut qu'on s'occupe des gens qui sont là-dessus, tous les animaux qui sont sur cet environnement. Et là, à ce moment-là, c'est clair qu'il faut s'occuper avec les parties sociales, les théologiques, politiques, psychologiques, économiques, vous le nommez. Okay. On a dans une interface. Je vous montre un exemple. Dans cet exemple, c'était une étude que je trouvais c'était assez intéressant. Donc, c'est la grande question du créationnisme. So, creationism, scientific creationism. Et on contraste ça avec, par exemple, la théorie d'évolution. Okay. Et ça, c'est une étude qui a été faite sur plusieurs années. Les étudiants ont été demandés en Australie. Et on voit que de plus en plus, on a de succès de convaincre les gens que l'évolution, c'est en effet quelque chose une théorie qui fonctionne bien, qui décrit la majorité des choses et qu'il ne faut pas avoir une partie dans la religion, donc le créationnisme, pour nous aider de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et sur cet article, c'était écrit que c'était assez marrant qu'en effet, aux États-Unis, on a encore 40% qui sont plutôt de l'opposé, opinion opposée. Et je peux vous dire que c'était une expérience que j'ai faite quand j'étais aux États-Unis, que j'étais en train d'enseigner. Quand j'ai donné un cours comme celui-là, par exemple, je devais être toujours très soigneux de ne pas mentionner, par exemple, exactement ça. Okay. Parce que je ne pouvais pas discuter cet aspect, parce que c'était considéré que la science d'évolution, surtout quand ça concerne les hommes,
C'est une question religieuse comme le créationnisme. Okay. Et donc, il ne fallait pas l'enseigner. Okay. Donc, je suis content qu'ici, on peut. Okay. On peut y parler, on peut y discuter, et on peut mettre ça en évidence. Et je pense, en effet, c'est une des choses que la géologie a vraiment donné à la société. La réalisation que nous, dans l'histoire de cette terre, on est bang, okay, rien. Okay. On est tout petit, on a fait un tout petit parcours, et je vais vous montrer ça un peu plus tard. Okay. Donc, pour moi, ça c'est une des grandes choses que la géologie donnait, en effet, à notre société. Donc, qu'est-ce que c'est cette terre? J'ai mis un peu ensemble des choses aléatoires, peut-être, okay? Vous les connaissez assez bien, probablement. Donc, ça, c'est le radius de cette terre. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le trou le plus profond qu'on a en effet fait vers la profondeur, c'est que 12 km. Donc, cette observation directe de notre Terre, où on peut regarder les roches directement maintenant en place, 12 km sur 6371 km. Donc, rien. Donc, c'est quelque chose qu'il faut explorer de différentes façons, d'une façon directe avec les marteaux, avec ces échantillons que je vous ai mis sur le table, mais avec des méthodes indirectes. Okay. Donc, oui, c'est, je dirais, une grande chose à faire, une grande expérience à faire, et aussi, je peux peut-être dire, on est assez arrogant de penser que avec ces 12 km et les autres choses qu'on peut trouver, on sait exactement qu'est-ce que c'est la Terre. Okay. Mais, je vais essayer de vous convaincre. Donc là, je fais une autre comparaison. Donc ça, c'est à peu près la surface. Ça, oui, 12 000 fois la Suisse. Pas surprenant, la Suisse est petite. 40% continent, 60% océan, à peu près aujourd'hui. Dans le passé, ça a bien changé. En effet, on a eu plutôt plus de l'océan, moins de continents. Volume, large, j'ai pris quelque chose qu'en Suisse, peut-être, on connaît, les nouveaux tunnels du Gothard, le tunnel de base. Regardez les exponents. C'est encore une fois, c'est rien, même si on pense qu'on a fait un grand trou. On a regardé très petite. L'âge, 4,54, 19 années, donc des milliards. Qu'est-ce que c'est le minimum du temps qu'il faut regarder pour comprendre cette Terre? Bon, je dirais c'est en train de toujours changer, parce que c'est en effet, si la physique commence à faire encore plus de millisecondes, microsecondes, 10 mois, je ne sais pas combien de secondes, tout ça, c'est une partie de notre Terre. Et peut-être dans le futur, il faut le comprendre. À ce moment-là, je ne pense pas trop. À ce moment-là, si on a des événements dans les millisecondes, on est probablement assez bien. Mais c'est pour ça que je n'ai pas mis vraiment un chiffre là, parce que je pense que ça va faire une expansion vers des chiffres plus petits. Okay. C'est qu'une question si on le comprend. Donc, si je veux comprendre ça, normalement, comme géologue, je peux faire une observation directe. C'est ça. Je peux aller dans le terrain, je peux regarder les roches, je peux collectionner ces roches. Bon, je peux immédiatement me poser la question, est-ce que c'est représentatif? Est-ce que j'ai pris un échantillon qui va me donner vraiment une histoire? Est-ce que je dois prendre ces échantillons homogènes comme celui-là, ou plutôt hétérogènes comme ceux-là que je vous êtes en train de passer? Donc l'échelle de ce que je vais prendre va être assez intéressante. Après, je vais faire une lame mince. Et la majorité de mon analytique que je vais vous présenter, je vais faire sur cette échelle. Okay. Et je dois faire ça pour la Terre. Okay. Donc, il y a immédiatement une échelle qui est très grande, point de vue, essayer de faire des observations directes, des analytiques, comme je dis, des observations sur cette Terre. Bon, je peux aller dans le terrain, et je vais montrer ça vers le fin. Dans le terrain, je peux regarder des échelles beaucoup plus grandes, mais je suis assez limité par le fait que, bon, comme personne, je peux faire des cartes, je peux faire des observations détaillées, mais ça va toujours être sur l'échelle accessible
à une personne, à toutes les personnes faisant les cartes. Okay. Donc on a un problème d'échelle majeur dans l'espace. Mais ce n'est pas le seul. Je vais retourner sur ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on croit? Comment on fait, en effet, ces observations? Donc, il y a surtout un aspect réductionniste dans notre approche. On veut avoir le cause pourquoi on observe quelque chose, parce qu'on croit très fortement que si on a cette cause, on peut le prendre et on peut faire des extrapolations. Si on ne comprend pas pourquoi, les extrapolations sont assez difficiles à faire. Et sans faire des extrapolations, je ne vais jamais décrire la Terre. Okay. Donc, ça c'est une partie assez importante. De plus en plus, on a aussi des approches holistiques qui se mettent en place. Donc, des approches qui regardent à l'ensemble. Et par conséquent, assez souvent, on va aussi perdre une partie de la question pourquoi. Mais ils vont ajouter l'interaction que peut-être la personne qui se focalise sur le petit pourquoi ne va jamais y arriver. Okay. Donc, ils sont complémentaires. L'échantillonnage direct, je vais aller dans le terrain, je vais faire ce qui s'appelle des affleurements, outcrops, je vais regarder les différents affleurements et je vais peut-être un peu plus ignorer, surtout si je m'intéresse pour les roches dures, les parties qui ne sont pas accessible directement au sous-sol, et je vais faire des extrapolations déjà dans le terrain. Je vais par exemple dire, cette couche-là qui se présente là, on peut l'extrapoler probablement là, parce que la couche en dessous fait ça, et la couche en dessous fait ça, et donc je vais utiliser la logique pour essayer de compléter l'information que je peux obtenir dans le terrain. Une potentielle source d'erreur, okay, si on ne le fait pas correct. On peut aussi faire ces trous, ça c'est le trou en Bavarie qui a fait à peu près 9,5 km de profondeur et on peut essayer d'obtenir plus d'informations vers le bas, mais comme vous avez vu, ce n'est pas très très profond. Ok. Il nous faut un peu de philosophie pour essayer de mettre ça en place. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je pense qu'un des plus importants observations, c'est cette partie qui est surtout mis populaire ou popularisée par Charles Lyell. The present is the key to the past. Comment il faut interpréter ça? Okay. Ça veut dire que si je veux comprendre qu'est-ce qui se passait avant qu'on était là, donc dans ces 4,5 milliards d'années, on peut tout à fait regarder aujourd'hui les phénomènes qui sont aujourd'hui en train de se passer et on prend ces phénomènes et on les projette dans le passé. On est convaincu que les processus physiques, comme par exemple la radioactivité, n'ont pas changé pendant les dernières 4,5 milliards d'années. Okay. Donc on est convaincu que les lois de la physique, les dérivations que la chimie a fait, ils sont valides. Il faut étudier donc ce qu'on voit maintenant et on peut le mettre dans le passé. Ça, assez souvent, mis dans l'uniformitarianisme. La raison pourquoi c'est comme ça, dit comme ça, c'est pour le mettre en contraste avec les catastrophes qui étaient avant mises en évidence ou les ponctualisations, comme par exemple M. Asher, qui a calculé tous les différents personnages, leur âge dans la Bible. Et vu que la Terre était créée au commencement de cette Bible, il arrivait à 4004 ans avec une précision incroyable avant donc PC. Utilisons le Bible, excusez-moi pour cette partie-là. Thomson, plus connu comme Lord Kelvin, il a dit non, on prend la physique. On prend la radiation était toujours comme ça. Si je pense que la Terre était une fois fondue, je peux calculer un âge minimal pour que je puisse obtenir une Terre qui a une température de surface à ce moment-là. Il fait radiation dans l'univers et il prend la masse calorique qui se présentait dans la Terre. Et son première publication, en 1964, il a eu une assez grande gamme d'incertitude, mais c'était 20 à 400 millions d'années qu'il proposait. Un peu plus tard, vers 1996,
il a fait des mesurements plus corrects de la conduction de chaleur, et il a raffiné ses estimations, et il a dit 20 à peu près à 40 millions d'années. On sait aujourd'hui que ça, c'était totalement faux. C'était faux parce que, aujourd'hui, si on date les météorites, les plus vieux roches qu'on peut collectionner sur Terre, on obtient 4,54 milliards et on les date en utilisant la décroissance radiogénique de soit uranium-plomb, soit rubidium-strontium ou des autres méthodes. Et on obtient tous des âges qui sont ça. Pourquoi cette approche physique était fausse? En effet, il était tout à fait correct. Le seul problème, lui, il ne connaît pas la radioactivité. À ce moment-là, on ne connaît pas encore la radioactivité et par conséquent, il a sous-estimé le montant de chaleur et par conséquent, ses estimations étaient totalement fausses. Il ne faut jamais oublier qu'on ne peut que utiliser ça, ce qu'on se connaît. Okay. Donc, ça c'est un exemple où prenons cette idée que ce qui se passe aujourd'hui, donc la radiation dans l'univers, a déplacé ces idées de créationnisme, et on a de plus en plus affiné notre idée qu'en effet, aujourd'hui, on est convaincu que c'est 4,54 milliards d'années, et c'est ça, la valeur de l'âge de la Terre. Okay. C'est un chiffre assez grand. Je ne peux pas vraiment m'imaginer qu'est-ce que ça veut dire, parce que à ce moment-là, je suis 60 ans de l'âge, et ça, c'est rien en comparaison avec ça. On a un autre problème d'échelle. Okay. Vous connaissez tous les tremblements de terre. Les tremblements de terre qui se font des millions sont des tremblements de terre très très faibles et normalement on n'a même pas la possibilité de les expérimenter. Ils sont trop faibles. Okay. Le plus fort les tremblements de terre devient, de moins souvent on les a. Ça c'est très bien parce qu'autrement on aura un problème dans la société. Okay. Mais quand même, si vous êtes en train d'étudier les tremblements de terre très très forts, comme par exemple ceux en eau, vous allez attendre beaucoup de temps avant qu'il se passe une. Et vous connaissez le Fonds national, il vous paye 4 ans. Mais pas 10, 20 ou 30 ans de surveillance pour peut-être un jour trouver un tremblement de terre. Okay. Et comment vous faites la statistique avec un événement que vous allez voir tous les 10 ou 100 ans? C'est très difficile de faire la statistique. C'est très difficile de comprendre comment les décrire. Donc notre petite durée de vie, notre petite partie d'existence sur Terre, ne nous permet pas vraiment de correctement apprécier et étudier quelques-unes des phénomènes qui sont en effet présents et qu'il faudrait comprendre. Okay. Pour nous, je prends un autre exemple, les Alpes, ils sont là, n'est-ce pas? Pour la Terre, ils sont très très jeunes, ils sont que quelques dizaines, disons 60 millions d'années. C'est rien, okay, dans l'histoire. Pour nous, ils ne vont pas trop changer. Oui, les glaciers vont venir, les glaciers vont partir. Bien, okay, mais les montagnes, ils sont là. Et donc, c'est difficile de s'imaginer cette durée de 4,5 milliards d'années et les changements qu'on a eus. Okay. C'est un de nos problèmes sérieux pour l'étude. Donc, ça, c'est un de ces diapos que je montre toujours dans la courte introduction, parce que ça montre met un peu en perspective nos observations, nos besoins. Quand même, les tremblements de terre sont très importants parce qu'ils nous permettent de regarder et échantillonner la Terre d'une façon indirecte. Ces tremblements de terre, ils vont produire des grandes vagues ou des grandes ondes qui vont passer par la Terre. Et à la surface, avec les sismographes, on peut mesurer quand ils arrivent, avec quelle vitesse ils arrivent et quel type d'ondes vont arriver. Vous avez ces ondes que vous êtes en train d'entendre. Ce sont des ondes de compression. C'est ce que moi je fais. Si moi j'essaye de faire des ondes, par exemple, de cisaillement, comme ça, je pense que personne
pas savoir que je fais ça, okay? Sauf si vous le voyez. Okay? Donc ces ondes-là, ils ne passent pas par du liquide ni par les gaz. Par contre, les compressions, ils passent. Okay? Donc les P sont compression, les S sont ces types qui font ça. Okay? Et par le fait qu'on ne peut pas voir des S primaires, une fois qu'on n'est plus trop loin de l'endroit où se sont faits, on sait que la partie intérieure doit être liquide. Parce que ça passe par la partie de liquide. Okay. On ne sait pas encore qu'est-ce que c'est la composition, on ne sait pas la température, on ne sait pas beaucoup trop à ce moment-là. La seule chose qu'on sait, ça ne peut pas être un liquide, et en cartant à quelle distance on peut le voir, on peut avoir la taille de ce noyau, et on sait que la partie extérieure du noyau, en effet, est liquide. Okay. Donc on fait un échantillonnage indirect par les méthodes physiques. Et l'autre chose qu'on a pu faire avec ça, c'est on fait une intégration sur une taille énorme. Okay. Donc ce n'est plus une observation d'un seul caillou, mais c'est en effet une intégration sur une bonne partie de la Terre. Okay. Donc il y a des méthodes, comme cette méthode géophysique, qui nous permet vraiment de regarder la Terre dans une échelle très grande. Il y a beaucoup de différentes méthodes, ça c'est qu'une seule que j'ai prise parce que je pense que c'est une qui est assez facile à comprendre. On peut, après, avec ces méthodes, calculer la vitesse des ondes, on peut calculer et essayer de comprendre qu'est-ce que sont les variations intégratives, pas en détail, pas sur un échantillon comme celui-là, mais pour des grandes parties de cette Terre. Et on peut essayer de comprendre en moyen la vitesse des ondes de compression, les ondes plutôt de S, donc les secondaires au cisaillement, et on peut obtenir des densités, etc. Comme profondeur, fonction de profondeur, dans cette partie-là. On sait aussi par ça, parce qu'on a des réflexes et des ondes secondaires qui vont arriver, que la partie centrale, elle est solide. Donc, on a une assez bonne compréhension de notre Terre. Mais en effet, ça c'était un peu trop facile, parce que la seule chose que je peux faire avec ces méthodes, c'est le chemin intégré sur toute son longueur, et je ne sais pas du tout exactement à quel endroit j'ai quelle vitesse. Il faut faire des modèles, il faut commencer à calculer. Pour calculer, il faut savoir un peu plus pour l'intérieur de la Terre. Et c'est un peu plus, c'est des choses comme qu'est-ce que c'est le matériel que j'ai à l'intérieur de la Terre? Qu'est-ce que c'est les choses qui peuvent fondre à certaines températures, à certaines pressions? Et si j'ai toutes ces informations, je peux peut-être avoir un géotherme, des différents géothermes, ça dépend un peu qu'est-ce que vous voulez faire. Mais la partie importante, c'est que là, parce qu'on pense que la partie intérieure, c'est surtout du fer, aussi un peu de nickel, etc., ça doit être le point où le fer fond à cette profondeur et à cette température. Qu'est-ce que c'est cette profondeur et cette température? Bon, on pense que le cœur centre à peu près 5700 degrés, peut-être un peu plus. J'ai justement vu un dernier papier qui dit que c'est plutôt 6000 degrés. La pression, 330 à 360 GPa, gigapascal. Comme on peut imaginer qu'est-ce que c'est. Donc, en effet, ça correspond à peu près à des millions d'atmosphères. Des pressions énormes. Un challenge énorme. Comment nous, on peut faire des expériences pour déterminer la vitesse des ondes dans un matériel en profondeur à des pressions et températures comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? On prend des expériences à une très petite échelle. Le plus petite l'échelle, le plus facile, par les lois physiques, vous pouvez augmenter la pression entre deux parties qui sont pressionnées l'un contre l'autre. Et on prend les diamants parce qu'ils sont durs. Okay. Donc, en effet, on peut prendre des diamants, on peut mettre un tout petit échantillon d'une fraction d'un millimètre à l'intérieur. Et cet échantillon, c'est votre estimation de la composition de la Terre que vous voulez faire ces expériences. Okay. Et vous mettez une pression sur les deux parties ici. En augmentant cette pression, vous pouvez arriver peut-être
à 100 à 200 GPa. Il y a des gens qui disent qu'il peut aller encore jusqu'à 700 GPa, mais je n'ai pas vraiment vu beaucoup d'expériences qui sont sorties. Okay, ça, c'est la limite théorique de la force que vous pouvez mettre sur ces diamants. Et vous chauffez avec du laser sur ce point-là, et vous pouvez aller jusqu'à des températures de 7000 Kelvin. Ça, c'est assez chaud, c'est assez haute pression. Et vous pouvez faire la stabilité des minéraux. Vous pouvez peut-être passer des rayons de synchrotron par cette petite pièce de matériel, et vous avez votre micro-modèle du noyau, justement là, à étudier. Bon, avec des petits problèmes, comme par exemple avec des gradients extrêmement forts en température, que vous avez des gradients énormes dans le système, donc vous n'avez pas nécessairement un équilibre, et vous n'allez aussi pas faire des expériences pour des dizaines de jours ou des centaines de jours ou des années pour obtenir un équilibre. Et par conséquent, ces expériences, ils sont une très bonne façon de les faire. C'est la seule façon presque de les faire. Il y a encore eu dans le passé des autres façons. Ils ont pris des canons de cette longueur, ils ont mis tout petits points à l'autre côté, mis du dynamite ici et boum, okay, frappez cette petite pièce. Okay. Vu que vous mettez le canon directement là-dessus, vous n'allez pas rater. Hein, c'est clair. Mais le montant de temps que vous avez, là, avec la pression, est des microsecondes. Okay. Encore une fois, vous n'allez pas obtenir vraiment d'équilibre. Donc, on prend un tout petit échantillon pour essayer de comprendre tout le noyau. Okay. C'est peut-être pas tout à fait correct, mais c'est la seule chose qu'on peut faire. On peut essayer des autres choses. Donc ça, c'est l'exemple d'une canon. Okay. Qu'on tire là, en avant. Ça, c'est une petite presse, okay, qui va remplir presque toute la salle ici. Et on essaie d'obtenir assez de pression sur un petit échantillon d'à peu près 2 ou 3 mm. Okay. Mais cette fois, la pression est statique. Vous pouvez faire du chauffement avec du laser et vous pouvez mettre tout ce truc-là dans une lune de synchrotron pour obtenir des fractions rayon X, densité et tout ce que vous voulez. Okay. Mais la limite de pression, bon là on parle plutôt de 20 GPa, donc à peu près un facteur 10, plus basse que ce qu'on veut. Et donc, c'est un peu comme en physique, si vous voulez voir des choses un peu plus grandes, plus fortes, le plus grand votre équipement devient. Pensez au synchrotron à Genève, okay, le CERN. Okay. Vous voulez voir des atomes, il faut faire grand. Okay. Vous voulez voir des hautes pressions, il faut faire grand. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait des diagrammes de phase. Ces diagrammes de phase, ils vous montrent, dans un diagramme, pression, dans ce cas, température, ça montre quelles phases sont stables à l'intérieur de notre Terre, si on sait la composition. Et comment on sait la composition de la Terre? Bon, c'est ça de différentes ressources. Une, c'est on sait à peu près la densité totale de notre Terre, parce qu'à cause du comportement dans l'univers, okay, dans notre système solaire. Et on sait aussi ça parce qu'on sait la gravitation. On peut le calculer. Après la chimie fraîche, on dit que la Terre, vu qu'elle était le collapse des particules dans notre univers solaire, qui sont en collapse de ces petites parties on a accumulées, si on peut étudier la composition des météorites qui n'ont pas été dans la Terre différenciées, fait toutes ces choses avec, à ce moment-là, on peut obtenir la composition moyenne de la Terre. Donc, on a le problème qu'il faut échantillonner la Terre d'une façon représentative à la surface pour soustraire ça de la composition des météorites. Après, il faut avoir quelque chose, une impression sur le manteau. Là, le manteau, en effet, avec les diamants, on a des petites pièces qui arrivent à la surface. Mais on n'a aucune pièce du noyau qui arrive à la surface, et donc le noyau, c'est la différence entre ces choses-là et un météorite. Okay. Voilà, ça c'est notre meilleure estimation de la composition de notre Terre. Et donc on prend après ces expériences, on fait ces compositions, on les met dans ces instruments, et on peut obtenir les phases, les vélocités des ondes,
l'intensité, la composition, etc., comme fonction de pression et température. Une fois qu'on a ça, on peut retourner à la sismique, on peut mesurer ces ondes, ces vitesses, et on peut commencer à regarder, est-ce que le manteau, par exemple, ici, a tout le temps la même température? Parce que la densité est une fonction de température. Okay. Ça, c'était fait, et tous les parties bleues sont les parties relativement froides, tous les parties rouges sont les parties un peu plus chaudes. Et vous voyez que c'est incroyablement complexe à l'intérieur de notre Terre. Qu'est-ce que c'est le limite? Bon, le limite, c'est combien de mesurements on a fait des tremblements de terre, combien de stations sismiques on a, combien de détails on sait sur ça, combien d'expériences on a fait, combien on sait vraiment la précision de notre ondes qu'on a mesurées ou de nos phases qu'on a mesurées, les vitesses des ondes dans ce système. Et une autre chose, que je vais retourner là-dessus, la Terre, elle a quand même 6700 km radius. C'est un objet 3D, et si vous voulez mettre à chaque endroit à l'intérieur une densité, imaginez le nombre de computations qu'il faut faire. Chaque point à l'intérieur de cette Terre, à quelle résolution? On va regarder. Bon, on peut faire maintenant des estimations des différentes profondeurs. Ça, c'est à 70 km. En effet, là, on voit assez bien les parties qui sont un peu différentes en température. Je vous essaye de vous montrer. Ça, c'est l'Amérique du Nord. Ça, c'est l'Amérique du Sud. Ça sont des zones de subduction, donc les bordures des plaques où la croûte descend vers l'intérieur. Les parties les plus chaudes, excuse-moi, c'est là, les parties les plus chaudes, c'est là où le magma arrive à la surface. Ça, sont les rides océaniques. Donc, ça ressemble assez fortement à ce qu'on a à la surface. Le plus on va en profondeur, de moins ça ressemble vraiment à ça. Donc, ça c'est un peu les échelles. Okay? Maintenant, qu'est-ce que c'est vraiment notre grande théorie que nous, on utilise, je dirais presque des axiomes, presque si vous faites des observations, il faut le mettre à l'intérieur de cette théorie, c'est la théorie des plaques tectoniques. Et je suis convaincu que chacun d'entre vous a entendu quelque chose de ça dans le passé, dans l'école, à l'université. En principe, ce qu'on a réalisé, et aujourd'hui on peut le mesurer très très vite, c'était Wegener qui a plutôt fait un puzzle, vu que ça va bien avec cette partie-là, qu'on peut mettre les parties ensemble assez bien de la croûte continentale. Mais aujourd'hui, on peut mesurer les déplacements en allant dans l'espace et regarder des satellites, en effet, exactement les positions. Et on obtient des mouvements relatifs, et c'est ça ce qui est montré ici. Donc vous avez des rides océaniques où la plaque est produite, océanique, vous avez des zones de subduction où la plaque est détruite, et toute la Terre, en principe, concernée avec des parties rigides, relativement rigides et passives, avec des parties actives à la bordure tectonique des plaques. Ça, c'est le grand modèle, et je pense que c'est ça le modèle qu'on est assez convaincu que ça va se maintenir. Okay. Parce qu'on a les observations directes, on a les observations indirectes, ça colle bien avec la géophysique que je vous ai montré, ça colle aussi bien avec la stratigraphie magnétique qu'on peut regarder dans les océans que je ne vais pas vous présenter. Et donc, en principe, la façon que nous, on voit la Terre, c'est un peu comme ça. On a une petite croûte océanique, à peu près épaisseur 5 à 10 km. On a une croûte continentale, épaisseur, je dirais, quelque part entre 30 et 40 km, typiquement. Ça nage sur le manteau. Je dis ça nage parce que c'est moins dense que le manteau, sauf si l'océan, la croûte océanique devient trop froid, ça commence en effet à être trop lourd et ça commence à redescendre dans le manteau. On pense que dans ces zones de subduction, on a
des forces qui tirent vers le bas. Ici, on a la partie manteau qui monte, plus chaud, donc c'est un peu comme des plumes dans la convection, et on obtient des cycles de convection dans ce système. On obtient les grandes chaînes magmatiques, comme par exemple les Andes, parce que quand on prend ces roches-là vers le bas, on prend avec de l'eau. On peut mesurer ça aujourd'hui dans les forages, qu'on a de l'eau dans ces roches-là. Ce sont des minéraux. Et on voit que ça retourne vers le haut, et on a fait des expériences, beaucoup d'expériences qui montrent que si on ajoute de l'eau au manteau, ça va faire des magmas, et on va arriver à faire des volcans. Donc c'est toujours à peu près le même type d'argumentation. Okay. Donc ça, c'est notre image globale de la Terre avec des zones où la croûte est produite, zones où la croûte est détruite, et là, on est en train de faire en effet du croûte continentale par le magmatisme. Ça nous donne normalement l'impression qu'on peut faire ça de cette façon-là. Les grandes plaques qui sont comme dans une orange, que la surface rouge ou orange, pas toute la partie de votre partie orange que vous avez enlevée. Et vous avez ici la production, ça va disparaître là, et vous avez des grandes selles de convection. Bon, il y a un peu de discussion, est-ce que ces grandes selles de convection vont être tout le manteau, ou est-ce qu'ils vont qu'être une partie du manteau? Comme spécialiste, ça m'intéresse beaucoup. Comme vous, ça c'est probablement totalement égal. Okay? Ce n'est pas vraiment tellement important. La partie importante, c'est que ça sont les convections. Et je vais vous montrer maintenant un modèle qui a été fait par une de nos collègues à l'ETH Zurich. Et il fait un modèle numérique 3D pour essayer de voir qu'est-ce que sont ces mouvements de convection à l'intérieur de cette manteau. Regardez bien. Oh, c'est un peu chaotique. Hein? J'admets que ce sont des millions et des millions d'années qui sont en train de passer là. Okay. Mais c'est des convections incroyablement complexes. Donc mon modèle conceptuel, là, et une approche numérique, là. Cette approche numérique n'était pas faite avec ce qui est possible aujourd'hui. Ça, c'était fait à peu près il y a 10 ans. Okay. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire à peu près un modèle en 3D qui a à peu près 10 à 10 points fixes où je peux en effet entrer des propriétés matérielles. Donc, je fais un réseau 3D qui contient à peu près 10 à 10 notes ou points où je vais calculer les propriétés et les températures, les pressions et tout ça. Si vous faites un petit calcul, ça fait une résolution de 10 km. Ça semble assez bien, hein? C'est quand même bien. Mais regardez encore une fois mon échantillon, ce que j'étais en train de collectionner. Okay. Comment vous allez de 10 km à quelque chose de cette taille? Là, il faut avoir quand même encore un tout petit peu un avancement pour qu'on peut directement faire ce que moi, je prends. En plus, je vous ai dit que dans la croûte océanique, elle a entre 7 et 10 km d'épaisseur. C'est un seul node que vous allez placer dedans. Dans la croûte continentale, vous allez mettre peut-être 3 ou 4. Et donc ces modèles, quand ils sont géniaux, ils sont vraiment, vraiment jolis. Okay? Sans faire beaucoup de détails, par exemple, que faire un modèle sur ça ou que faire un modèle sur ça. Vous êtes, même aujourd'hui, avec les supercomputers, très fortement limité de la résolution que vous pouvez faire. Et donc, prenez ces modèles avec un petit grain de sel. Okay? Ce n'est pas vraiment quelque chose qui est la vérité, c'est aussi un modèle. Okay? Bon, je vais vous montrer maintenant ce qu'on peut quand même faire avec ça, sur des différentes échelles, où sont les problèmes. Ça, c'est un exemple qui a pris justement que cette partie-là. D'accord? Ils ont fait des calculs de plus haute résolution et avec un peu plus de complexité. Donc, ça inclut des fluides, des réactions et toutes des choses comme ça. Donc, c'est un de nos meilleurs modèles pour un type de subduction. La chose qui est importante, c'est que dans les zones de subduction, et c'est ça sur ce que je vais utiliser, la température froide est entraînée vers le bas
et vous pouvez obtenir des roches qui ont expériencé des températures faibles à des pressions élevées. C'est ça ce que nous on appelle le métamorphisme de haute pression. Okay? Et donc, en principe, si je vais maintenant collectionner des roches sur Terre, et j'ai des méthodes de la pétrologie de phase, donc ces trucs d'expérimentation, je pourrais identifier dans le passé où j'ai eu ces zones de subduction. Et ça, je peux essayer d'étudier et voir est-ce que la tectonique des plaques, c'est vraiment quelque chose de le sens de l'AIL que je peux prendre et je peux le mettre dans le passé. Et ça, c'est une très grande question qu'on se pose. Est-ce que notre tectonique d'aujourd'hui a quelque chose à faire avec la tectonique il y a 4 milliards d'années? Donc, on va envoyer des pétrologues comme moi, ils vont aller chercher les zones de subduction, on va faire de la pétrologie métamorphique, excusez-moi, et on va essayer de trouver les traces fossiles de ces zones de subduction. Voilà, ça c'est un peu ce qui a été fait. C'est un papier justement très récemment sorti, 2018, dans lequel vous avez des pressions sur cet axe-là, vous avez la température sur cet axe-là, et chacun de ces points, c'est une détermination pression-température avec les diagrammes de phase pour un caillou comme celui-là que je vais passer. Okay. Donc on a fait du boulot, hein, vous voyez bien. Et dans cette détermination, c'est cette partie-là qui m'intéresse parce que cette partie-là me donne des hautes pressions à des températures relativement froides. Okay. Voilà, ça c'est comme fonction du passé. Donc sur cet axe maintenant-là, donc ça c'est la pression, ça c'est l'âge. Et le commencement, c'est quelque part là. On voit plusieurs choses. Première chose qu'on voit, c'est qu'on a fait pas mal de boulot dans la première partie, disons 500, 600, 700, 1000 d'années. On a trouvé pas mal de roches. Et on a déterminé dans ces roches la pression, et on l'a mis dans ce diagramme, et on voit qu'il y a des roches qui étaient chaudes, des roches qui étaient plutôt intermédiaires, et des roches qui étaient dans les zones de subduction. Pas de question. Quand on va plus en arrière, on a de moins et moins et moins de points. Ça, ce n'est pas un problème parce que les géologues n'aiment pas les roches les plus vieux. En effet, on les aime très fortement parce que si vous avez un très vieux caillou, ça vous permet de vraiment faire une jolie publication. Non, en effet, c'est la subduction par soi-même qui nous détruit cette évidence. Parce que quand vous faites une subduction, vous enlevez une partie de la croûte et vous le remettez dans le manteau. Okay. Et le plus de temps vous avez, de plus de fois vous avez la chance de l'éliminer. Okay. Et donc on a de moins en moins de données vers le passé, mais la chose qui est très très apparente, très très claire, c'est que pendant qu'on trouve moyenne pression et moyenne température, qu'on voit même des cycles d'orogenèse qui sont tout à fait raisonnables parce que sur une sphère, vous faites une collision là, vous faites une collision là, et vous ne pouvez pas échapper à ça. Et ça dure quelques centaines de milliers d'années. De millions d'années. Mais on ne trouve pas vraiment la haute pression. Et ça indiquerait, au moins pour les pétrologues métamorphiques, que non, la tectonique de plaques était vraiment différente dans le passé. Okay. Comment exactement? Ça ne nous dit pas ça. Okay. Là, on peut faire des imageries, on peut essayer de comprendre, mais on ne peut pas directement aller dans le passé avec ces données-là. Donc ça, c'est un aspect que je trouve assez intéressant et c'est quelque chose qui est justement en train de sortir, qui nous fait penser un peu, ou peut-être repenser un peu notre tectonique de plaques dans les roches anciens. Je ne dis pas que ça, c'est le dernier mot. Je ne dis pas que ça, c'est la vérité. Mais ça, c'est le point où on est à ce moment-là. Okay. Donc, on peut regarder, ça sont les différentes collisions, comme je vous ai dit, on le voit assez bien, mais on pense probablement qu'on a des différents cycles de type de tectonique de plaques dans lesquels on a en effet des différents types de tectonique. Maintenant ça, je ne dis pas qu'il faut jeter le uniformitarianisme. Ce n'est pas ça ce que je dis. Il faut que le comprendre correctement. Je suis convaincu
que toutes les lois physiques qui sont entrées dans nos pensées sont tout à fait correctes. Okay? C'était peut-être que la façon qu'on a mis ensemble les choses qui n'était pas correcte. Et en effet, ce qu'on a oublié, c'est que sur une Terre qui est beaucoup plus chaude, on a probablement des convections qui sont un peu différentes, et par conséquent, on a probablement aussi une tectonique qui est assez différente. Okay. Et là, ce sont un peu des modèles qui sont justement sortis, ça c'est aussi de Brown, qui montrent un peu que cette partie-là est peut-être un peu à corriger avec des choses un peu plus intéressantes. Le futur va le montrer. Okay. Et donc, ces échelles, cette échelle dans le temps, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour nous d'y aller et de passer par ça. Mais c'est fascinant et c'est les méthodes physiques et chimiques qui vont nous permettre de faire ça. Ça, vous avez probablement aussi vu, mais c'est quand même une jolie présentation de cette échelle. Okay. Donc, on commence quelque part là, on fait notre système solaire. On va commencer à mettre ensemble les parties qui sont produites dedans. Et à un moment ou autre, notre Terre commence son chemin. Il faut changer, excusez-moi, dans cette direction-là. Et ici, tout à la fin, dans la dernière tout petite partie, on commence à avoir des choses qui ressemblent à nous, donc des humanoïdes. Et c'est tout. Okay. Pas beaucoup. Mais ce qui m'intéresse à ce moment-là sont deux choses. Une chose, c'est quand est-ce que la vie est vraiment développée et comment on peut savoir comment il y a eu de vie. Et la deuxième chose, c'est combien de temps il faut pour faire certains événements. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Donc, datation. J'ai déjà utilisé ça. Mais la datation, c'est un principe très simple. On sait qu'il y a l'uranium qui va produire du plomb. On sait des minéraux comme zircon aiment mettre de l'uranium dans son structure, ils détestent un peu le plomb. Donc ça veut dire que quand il commence son vie, il contient beaucoup d'uranium et presque pas de plomb. Et c'est un peu comme un sablier, qui ne contient pas beaucoup de sable en bas. Le montant de plomb qui est produit, il n'est pas tout produit par cet uranium. Et si je peux mesurer les deux, je peux après utiliser un peu de maths, la décroissance, la décroissance radioactive. Je peux utiliser la physique qui a déterminé les différentes vies ou demi-vies pour les différents éléments. Et je peux commencer à faire des datations absolues, comme je vous présentais avant avec les météorites. Mais pour faire ça, il faut développer des instruments un peu importants, un peu larges. Et ça, c'est un exemple, en effet, d'un SIMS, comme vous pouvez trouver chez nous dans l'Institut. Qu'est-ce que c'est un SIMS? Un SIMS, il produit des atomes, des ions. Et ces ions, je peux après exactement déterminer quelle sorte d'atomes et quelle sorte d'isotopes j'ai. Je vais que vous montrer que c'est un instrument assez large, assez coûteux. Et l'université nous a permis d'acheter ça avec l'aide du Fonds national. Et ça fonctionne à peu près comme ça. Vous produisez des ions initiales. Ces ions initiales vont taper sur votre échantillon, qui est là. On va faire un focus dedans dans un moment. Ouais, je parle trop vite. Voilà, c'est votre échantillon. Okay. On regarde votre échantillon avec des atomes. Et le ion qui vient ici joue un peu billard avec votre surface, produit des ions de différents types, de différents isotopes. Ces isotopes sont aspirés dans notre spectre de masse. Ils tournent plusieurs coins, sont séparés par masse et type d'atomes. Et celui-là était fait pas pour uranium et plomb, mais pour lithium, beryllium et bore. Et vous pouvez séparer les ions à cause ou les isotopes basés sur leur poids. Donc, je peux analyser les différents atomes d'uranium, je peux analyser les différents atomes de plomb, et je peux faire les datations de façon très bien. Et je vais utiliser une taille qui est à peu près 20 microns de diamètre, et je vais faire un trou à peu près de 2 microns de profondeur. Donc, 20 microns, là, 2 de profondeur, et je vais parler de la Terre. C'est ça ce que je vais faire. Donc, je vais prendre les atomes, les isotopes, et je vais essayer de dire quelque chose sur la Terre. Okay.
Donc ça, c'est le zircon le plus vieux que les gens ont trouvé. Et regardez les âges. Les âges sont à peu près 4,3, 4,35, 4,26, et c'est un seul grain trouvé dans un roche en Australie, et ils ont mis ces trous là-dessus, exactement avec un instrument comme je vous ai montré. Ce n'est pas nous qui a fait, c'était avant qu'on nous en a cet instrument, mais c'est une application jolie. Okay? Et ça vous permet de déterminer donc le minéral le plus vieux qui existe sur Terre, qui est terrestre. 4,36 milliards d'années. Donc, si je retourne à 4,54 pour l'âge de la Terre, on a immédiatement fait des minéraux, okay? Et on peut les retrouver. Ils sont rares. Ils sont en effet très très rares. Ils existent exactement dans cet endroit qui s'appelle Jack Hill, et c'est une petite montagne en Australie. Okay? Qu'on l'a trouvé, c'est un peu peut-être chance, non? C'est en effet les géologues qui savent quel type de roche il faut prendre, et il essaye, jusqu'à qu'on trouve ça. Et peut-être dans quelques années, je vais vous dire, on a trouvé quelque chose qui est quelques centaines de milliers d'années, 1 million d'années plus vieux. Okay. Donc on prend un seul minéral, on peut montrer que ce minéral a cet âge, et on sait que peut-être notre 4,54 n'est pas tellement faux. Okay. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous permet d'aller d'un atome, d'un isotope, à un minéral, à la Terre. Okay? Donc non, ce n'est pas 4000 ans avant PC, non, c'est 4,36 milliards. Okay? Vie, quand elle s'est arrivée, regardez ça. Ça, c'est quelque chose qui vient des Cherts, qui sont à peu près 3,7 milliards d'années, donc très très anciens. Et on regarde ça, on dit, regardez ça, c'est clairement quelque chose comme un vir ou quelque chose comme ça, quelque chose qui a vécu. Et on a cru ça jusqu'à ce que ce monsieur Garcia Ruiz est venu en 2013. Il nous a montré que, totalement abiotique, il peut faire exactement la même structure. Ça nous a choqué un peu. Okay? Parce que ça veut dire que la forme, ce n'est pas un critère unique qui nous permette de dire que ça c'est vivant. Okay. Parce que la chimie pure et biotique peut faire exactement la même chose. Et depuis, il y a eu pas mal de publications où les gens ont fait des choses en calcite qui ressemblent à des fleurs, croissance qui ressemble à des fleurs. Et donc la forme, ce n'est pas unique. La forme, c'est une bonne idée de le regarder, mais il faut trouver des autres aspects qui sont plus clairs, qui sont plus sûrs. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut étudier qu'est-ce qui se fait maintenant. Et ça, c'est du travail d'une de mes collègues qu'on a justement engagée, Johanna Marin Carbone, et elle regarde en détail qu'est-ce qui se passe quand les bactéries font leur croissance et en même temps, ils précipitent des minéraux. Ces minéraux, par exemple, pyrite, bon, c'est maquinavite ici, à ce moment-là, mais ça va devenir du pyrite, FeS, a des isotopes de fer et des isotopes de soufre qui sont très caractéristiques qu'on n'a pas trouvés dans un environnement abiotique. Je dirais presque dans une parenthèse, jusqu'à maintenant. Okay? Donc, il y a des signatures chimiques qui viennent avec les structures caractéristiques là, et si on commence à réévaluer les indications pour vie, ce sont des trucs qui s'appellent des stromatolites, et ce sont des mattes d'algues qu'on a aujourd'hui encore. Mais si on va dans le passé, tout ça, on peut montrer que oui, la chimie est en accord avec. Ça, on peut montrer aussi qu'on est en accord avec la structure. Là, les isotopes montrent, de notre opinion, qu'on peut, ou qu'on a un environnement des bactéries. Là et là, les analyses isotopiques, jusqu'à ce moment-là, n'ont pas fait la preuve qu'il y a eu d'organique dedans. Et donc, moi, je dirais à ce moment-là, là, ça, on sait. Peut-être on va retourner et dire, oui, ça, c'est correct aussi. Okay? Une fois qu'on a trouvé des autres, ce qu'on appelle des proxys, qui nous montrent clairement que la chimie, la forme, la géologie, les observations nous donnent l'implication que c'était en effet de l'organique qui a fait ça.
Moi, je suis assez convaincu qu'on va pousser ça un peu dans cette direction-là. Okay? Il faut du travail. Donc, ces isotopes, encore une fois, on analyse sur cette machine que je vous ai montrée. Okay? Et elle est en train de faire ce travail et voir si, en effet, là, on pourrait aussi montrer que la vie était déjà là. Okay? Donc, cet espace de temps, elle est difficile. Okay? Vraiment difficile. Voilà. Espace, c'est bien, ok? Mais les durées dans cet espace de temps, est-ce que c'est en quel montant de temps? Vous savez bien qu'aujourd'hui, donc là, on parle que nous sommes en train de faire une extinction majeure à cause de nos actions climatiques. Production CO2, et au réchauffement et tout ça. Et on dit que c'est un réchauffement comme on n'a jamais vu avant sur Terre, la vitesse avec laquelle ça a changé. Parce qu'il faut être très clair, on a eu des concentrations de CO2 qui étaient encore plus haut qu'aujourd'hui. Et la Terre a survécu ça. Bon, elle va aussi nous survivre, hein, ça c'est aussi clair. Okay. Mais, donc la question c'est, est-ce que je peux faire plus que dire un caillou à cet âge? Okay. Peut-être je peux commencer à regarder aux événements. Quelle est la durée des événements? Et donc maintenant, je ne regarde plus l'espace, mais j'essaye de voir est-ce que je peux mesurer l'espace dans le passé d'une façon très précise. C'est un peu ça. OK. Donc ça, c'est une différente façon de le montrer. Ça, c'est la concentration de CO2. Et vous savez bien qu'on est en train de le monter, même s'il y a quelques-uns des politiciens qui ne le croient pas, que c'est nous qui le font. Je pense, ici en Suisse, on est assez convaincus que c'est nous que ça se fait. Et donc, cette augmentation, bon, vous pouvez le faire sur des différents scénarios, quelques-unes catastrophiques, quelques-unes pas tellement mauvais. Okay. Mais vous pouvez aussi regarder que cette valeur-là, il y a à peu près 3 millions d'années, on était au même endroit. Okay. Point de vue la concentration de CO2. Mais si vous regardez la façon comme la courbe est construite ici, et la courbe est construite là, vous comprenez que c'est le changement qui est important. À quelle vitesse ça se fait? Est-ce que ça se fait comme aujourd'hui dans des dizaines d'années, ou est-ce que ça se fait dans des millions d'années? Si vous regardez un peu nos reconstructions, on dirait que ça se fait normalement dans des millions d'années. Et le plus qu'on va dans le passé, le plus de temps il faut pour faire un changement. Pourquoi? Parce qu'on a de moins en moins de précision pour regarder en détail, en effet, qu'est-ce qui se passe. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est un exemple, de nos collègues travaillent là-dessus, c'est l'extinction Permien-Triasique. Et comment on définit les extinctions? C'est le principe combien d'espèces vous avez et combien ça se réduit. Okay. Donc, sur cette échelle-là, vous avez 0 espèces qui restent, là, c'est 300, et vous commencez après un peu plus que 300, et à la fin, au commencement du Trias, vous avez quelques dizaines qui sont restées. Et c'est ça ce qu'on appelle une extinction. Avec la précision qu'on a aujourd'hui, on sait que ça ne se fait pas comme boum, okay? Mais ça se fait normalement dans des petits pas. Donc, on essaye de dater ça le plus précis qu'on peut. Et les datations, ce qu'on a fait, et ça c'est pas avec la machine que je vous ai montrée, mais avec une machine, donc on fait beaucoup plus de préparation, et ils ont fait beaucoup d'analyses. Ils savent que cette point-là, c'est 252,28, plus ou moins 0,08 millions d'années. Là-haut, quand la deuxième place se fait, c'est 252,10, plus ou moins 0,06. C'est incroyablement précis, n'est-ce pas? Mais regardez, à peu près 60 000 ans, ça correspond à peu près 750 générations humaines. Et il n'y a pas de façon d'être plus précis à ce moment-là, parce qu'on est en train de faire la statistique, on ne peut pas compter plus de ions, okay? On ne peut pas faire beaucoup mieux, on est à une limite. Et donc, on a une limite de mesurer avec la précision qu'on a pour mesurer cette échelle de temps. Okay? C'est une question totalement différente que l'âge de la Terre. Okay? C'est vraiment la question combien de temps il faut pour faire un certain processus. Okay?
Et donc on est en train, c'est clair, une fois qu'on voit on tape la tête contre le mur, on essaye d'une autre façon de le faire, ok? Et cette partie-là, je ne sais pas encore comment faire mieux. Donc je vais vous montrer quelque chose un peu différent dans lequel on peut aller plus loin. Totalement différente, la croissance des minéraux. Combien de temps il faut pour faire croître un de ces minéraux que vous avez vus dans l'échantillon? Je peux le faire dans le labo, si le Fonds national me paye quelques années. Okay? Est-ce que je vais faire un minéraux comme ça? Non, je ne vais pas. Okay? Je vais faire des minéraux dans la taille des microns. Okay? Là, ce sont des minéraux plutôt comme ces quartz-là, dans la taille des millimètres. Combien de temps il faut pour faire ça? Et donc là, on regarde en effet des cintres qui se sont produits. Ça, c'est rhyolite et ça sont des cintres. Donc ça, c'est une roche volcanique, une lave, et ça, c'est un cintre. Et on se demande combien de temps il faut. Et est-ce qu'on peut maintenant tâter ça pour savoir combien de temps il faut pour croître ces minéraux? Ça, je sais faire. La question de l'extinction, je ne sais pas faire. J'espère que mes collègues plus jeunes vont le faire un jour. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise encore une fois ces types des instruments. On essaie de mesurer avec très grande précision le changement dans cette zonation, dont cette fois le minéral quartz. Quartz, vous connaissez tout. Okay. Et dedans, on peut mettre un petit titanium et on peut mesurer très fortement en détail qu'est-ce que c'est le changement ou la pente ici. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'à n'importe quelle température, vous avez une diffusion. Vous ne pouvez pas arrêter la diffusion. Vous pouvez le faire très très petite, ou vous pouvez avoir une diffusion très vite si la température est haute. Vu que ce sont des laves, la température est élevée, et si vous avez des bordures très très nettes comme ici, ça veut dire qu'il faut faire le processus très vite, et on peut le mesurer. Si on a les coefficients de diffusion, on peut le modéliser. Okay. Donc on mesure ça, on fait des modèles, et ça c'est le résultat. On a regardé des différents grains. Ici, c'est un grain de l'intérieur vers l'extérieur. Et on va de A à D. A, apparemment, ça a duré à peu près 7,9 ans dans le roche chaud, okay? Dans le roche très chaud. Là, B, ça vous donne à peu près 5,2 ans. Donc, c'est une différence, je dirais, dans l'erreur, mais quand même assez jolie, que c'est un peu plus jeune. Hein? Donc, ça veut dire que cette partie-là a pris à peu près, je dirais, 2 ans pour croître. Okay. Et là, à la fin, c'est à peu près 1 année. Et ça, c'est la partie dernière. Et à ce moment-là, le caillou était éjecté, ou le magma était éjecté. Et donc, on a fait la croissance, je dirais, à peu près en 8 ans. Et ça, dans un roche, il y a 150 millions d'années. Donc, ça, c'est une méthode relatif, ce n'est pas une méthode absolue, mais c'est une méthode qui nous permet de dire beaucoup plus sur le mécanisme, comment ça fait la croissance. On peut appliquer ça par exemple aussi sur le rude océanique. Et on a fait ça il y a 2 ou 3 ans, c'est une doctorante, Melina Mancini. Elle a regardé en effet ces petites zonations de l'olivine, c'est du phosphore, on connaît la diffusion, on a modélisé et on obtient à peu près 8 jours. Donc de ce cas-là, le caillou, le minéral a fait la croissance dans à peu près 8 jours. Okay? Mais ça, je pourrais faire dans le labo. Donc, je vais essayer de le faire dans le labo. Okay? Et on va voir si ça c'est possible ou est-ce qu'on a fait quelque chose qui est faux. Et donc, je pense qu'on a maintenant des façons de mesurer le temps d'une façon incroyablement précise. On va l'appliquer dans des différents environnements. Et vu que j'ai un peu mal calculé le temps, je vais sauter par la prochaine partie. Okay? Et qu'arriver tout à la fin, et à la fin, c'est ça, je pense, les sciences de la Terre, on a un incroyable problème avec les échelles. Okay? Mais en anglais, on peut faire un petit jeu avec des mots, on va faire scale the scales. Okay? Merci.